On est parti donc pour l'analyse fine du Grand Prix de Jeddah, le deuxième Grand Prix de la saison 2022, avec un circuit un peu particulier. En fait, je voulais d'abord revenir là-dessus. C'est qu'on a commencé à Bahreïn, très bien, et là on arrive sur Jeddah, donc Jeddah, Arabie Saoudite. Deuxième fois qu'on roule sur ce circuit. Donc la première fois c'était en 2021, on a pu se rendre compte à quel point on était sur un circuit ultra rapide. J'ai pas regardé les moyennes, mais on est un peu sur des équivalents à Monza en moyenne de course. Dans tous les cas, en fait, il suffit de regarder un peu le circuit, c'est un aller, c'est un retour. Hein. On a mis des petits virages pour dire deux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi avec 3 zones de détection de DRS. On le savait, et justement on l'attendait énormément. On est sur un circuit motoriste, et on voulait voir ce que donne le circuit de type motoriste. C'est 270 km/h. Mais du coup, il y a moyen que ce soit même supérieur à Monza. Je crois que Monza, c'est un tout petit peu plus de 250, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, du coup, c'est une grosse dinguerie. Donc, un circuit très rapide, mais aussi un circuit très exigeant. On a pu le voir d'ailleurs avec la course de ce week-end, donc de dimanche principalement, où on avait un Lewis Hamilton qui était complètement exténué. On a l'impression qu'il allait tomber en interview. Donc il était à la fois dépité de son résultat vu qu'il termine P10. C'était même très drôle parce que à la radio, il demande à son ingénieur et ça rapporte des points ça, P10 j'ai pas l'habitude, je suis désolé. Ouais, ça en rapporte un. Ah bon, bah d'accord, on prend. Incroyable ce moment-là. Et on avait aussi Pierre Gasly, donc, qui a commenté sur le fait que les 10 derniers tours étaient horribles pour lui. Il sentait que tout l'intestin était en train de bouger. Donc bien évidemment sur Twitter, hein, on s'est régalé, hein, étant donné qu'il a une combi blanche, on s'est dit oh, bah c'est bien, il s'est pas chié dessus, bravo. Néanmoins, ça montre à quel point on est quand même sur des champions. Donc les gars, ils sont entraînés, c'est 4 heures de sport par jour, c'est des bêtes, c'est des machines. Tu les fais tourner pendant 1h30 sur un circuit où la moyenne c'est 270. Les gars, ils sont retournés. Hein. Faut se rendre compte à quel point c'est une dinguerie, parce que c'est même pas juste. Ce serait une ligne droite aller, une ligne droite retour. Bon bah oui, t'encaisses du jet au freinage, à l'accélération, mais ça va. Le problème là, c'est les jets latérales. Latéraux? Latéral? Ouais. C'est les jets de côté, on va dire. C'est les jets de côté parce que on a un enchaînement entre le 4, 5, 6, 7, 8. C'est du gauche-droite. C'est une cata. Et on comprend qu'un Gasly en pouvait plus, par exemple, à la fin. Et c'est bien justement d'avoir des commentaires comme ça. On reviendra peut-être là-dessus quand même sur les particularités et le fait que ce circuit peut être beau visuellement. C'est une dinguerie. On l'a pu voir justement l'année dernière où je vous invite à regarder, vous tapez sur YouTube Max Verstappen qualif Jeddah. Le dernier tour de Max Verstappen en qualification l'année dernière est une masterclass. Une prise de risque totale, ça passe à ça de chaque mur, ça mange tous les vibreurs possibles. Et malheureusement, il se plantera dans le virage 27 où il va sortir trop large, et il va tamponner la voiture. Et on aura donc Max qui ne sera pas en pole, même s'il était en secteur violet, mais alors partout de très loin l'année dernière, avec le fameux... la fameuse bataille qu'on a pu avoir, c'était n'importe quoi l'année dernière, ça n'avait aucun sens, avec au final Lewis donc, qui est remporté, et surtout l'année dernière on se souviendra de Ocon qui était P3 et qui se fait dépasser à la toute fin sur la dernière ligne droite par Bottas. Triste souvenir, d'ailleurs Ocon en reparlait en interview, c'était rigolo. Donc voilà, le petit débrief, petite mise en contexte, c'est Jeddah. On va revenir maintenant, sur la première étape avec les qualifs. Les qualifs, et surtout, la grosse surprise de ces qualifs, c'est pas forcément d'avoir une Red Bull en tête, mais c'est surtout d'avoir Pérez. C'est Pérez qui réalise la pole position pour ces qualifs, avec un tour magistral, et surtout ce qui est super intéressant, c'est que c'est sa première pole. Trop tôt encore. Qu'est-ce qu'il a le coin-coin là ? Il fait des messages, Max, mais ça arrive 10 ans après, donc je pense à chaque fois c'est en décalé. Donc le Pérez, trop tôt encore, tu parles par rapport à Ocon, le fait que c'est pas digéré encore.
Je comprends. Même moi, ça me fait un peu mal, alors toi, j'imagine même pas comment tu dois être au... Donc... Ah ouais. Non mais ça va, il y a un petit décalage, mais pas tant que ça par rapport à tes messages. Ça passe. Pérez, donc, qui va nous chercher la pole avec les 2 Ferrari derrière. Je l'ai noté. C'est juste ici, j'ai mes petites notes, hein, bien évidemment, en dessous. Pérez va la chercher, la pole, à 25 millièmes de Leclerc. On a pareil un écart ultra petit entre Sainz et Verstappen. Donc c'est rigolo justement l'interview qu'on avait pu avoir juste après où Verstappen disait bah ouais j'arrivais pas à choper de grippe mais je suis heureux de voir que Pérez a réussi donc on sait que la voiture est compétitive. En plus il était à rien du tout de Sainz. Derrière on a de suite un gap où on a Ocon qui grille Russell mais de rien. C'est rigolo parce qu'on a vraiment un midfield ensuite qui est assez resserré. On notera malheureusement c'est qu'il n'y a que 19 pilotes suite à cette qualification parce qu'on a un terrible crash de notre petit Schumacher et on en reparlera malheureusement mais donc 19 voitures, la belle surprise, la belle affaire et surtout Ocon en 5e position qui était mais comme un mort de faim pendant ces qualifs, c'était incroyable. Bottas et Magnussen qui confirment. Je tiens vraiment à souligner, parce qu'on en reparlera peut-être pas après, mais la performance de Zhou, donc Guan Yu Zhou, là, qui fait 12e. Donc oui, mais c'est normal qu'il se prenne des roustes, c'est sa 2e course par Bottas, et encore. Bottas est 8, Zhou est 12e en qualif, c'est pas mal. Je suis un peu déçu parce que je trouvais Zhou vraiment bien dans sa course. J'ai pu aller regarder un peu en inboard la course de Zhou. Malheureusement, il se prend 5 secondes de pénalité. Il va au stand faire ses 5 secondes de pénalité. Il y a un des techniciens un des gars pour le pit stop qui touche sa voiture avant les 5 secondes. Il doit refaire ses 5 secondes. Enfin, il a tout qui tombe dessus. Néanmoins, à checker Zhou pour les prochaines courses. Parce qu'apparemment, on dit pas Guan Yu Zhou, mais on dit Guan Yu Zhou. Voilà. Petites informations techniques. Et sinon, on pourrait parler de Stroll, de Ricciardo, mais la grosse surprise, c'est qu'on a Hamilton 15e. Donc Hamilton, qui, pour la première fois depuis le Brésil en 2017, ne passe pas la Q1. Et encore, au Brésil en 2017, c'est parce qu'il crache la voiture. Et il termine 20e, il est 20e sur la grille, bref, et il termine 4e quand même. Hein. La dingue. Sauf que là, il est 15e, non pas parce qu'il a crash la voiture ou qu'il s'est gouré, etc., qu'il s'est loupé. Il avait 0 adhérence. Donc on peut se dire pourquoi pas. Néanmoins, un Russell et P6, ça va pas fort. Côté Mercedes, même si Russell a pu aligner des points, que Hamilton a réussi à remonter P10 sur la course, on a hâte de voir les nouveaux, en fait... concepts aéros qui seront amenés sur la Mercedes parce qu'il y en aura des nouveaux. Là, en fait, on était sur un enchaînement trop serré de Grand Prix. Là, on aura un petit gap avant d'aller en Australie, si je dis pas de bêtises. J'ai pas regardé le calendrier, mais ça doit être ça. Donc, avant de retourner en Australie, on aura un petit gap de temps qui permettra aux équipes d'amener plus facilement des nouveaux concepts. C'est compliqué pour eux d'amener des nouveaux concepts quand on a 2 week-ends qui s'enchaînent. Donc, la grille... C'est parti, on a eu des qualifs de dingue et surtout on a eu des événements de dingue pendant cette course et pendant ce Grand Prix. Alors on prévoyait normalement l'un des Grands Prix les plus rapides de la saison en temps parce que on est sur l'un des Grands Prix où la moyenne est la plus haute avec 270 km/h apparemment selon Terka. Néanmoins on le sentait, hein. Ça c'était uniquement s'il n'y avait pas des safety cars, des drapeaux rouges comme il y a eu par exemple l'année dernière, on n'en a pas eu sur cette course, mais néanmoins je vais vous faire un peu les 4 points à retenir de ce GP. Alors on va pas revenir sur toutes les batailles, hein. Je les ai toutes notées pendant la course, ça arrêtait pas de se redépasser, c'était super, moi franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé de vivre... Ah bah tiens, Aramco est là. On pourra en reparler. J'ai même pas vu qu'ils étaient sur la photo. J'ai même pas fait exprès. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Alors qu'il y a eu des virtual safety cars. Enfin, je me souviens tellement de moments du GP. Enfin, c'était improbable. On va commencer principalement avec la confirmation. Je voulais commencer avec la confirmation sur le fait que on a un nouveau concept et on est surtout sur un nouveau concept où ces voitures peuvent se suivre
sans dégrader leur pneumatique. Et ça, c'est quand même super intéressant. Donc on avait une première confirmation sur ce nouveau concept suisse à Bahreïn, où on avait eu facilement la passe d'armes, par exemple, pendant 3 tours, entre Max et directement Charles. Mais néanmoins, là, on a vraiment pu avoir des batailles principalement centrées dans le midfield. Donc, batailles qui ont commencé entre les deux Alpines. Donc, les deux Bubblegum, là, ils se sont fait des batailles, mais... Oh là là, j'ai eu peur, hein. Max, je sais pas si toi, t'étais comme ça, mais moi, j'étais comme ça. J'avais les chocottes, je fais putain, les cons, ils vont sortir là. Ils vont se sortir, les cons. Un Esteban, mais incisif au possible. Un Alonso, mais qui la joue comme d'hab au roublard de ouf. C'est improbable. C'est quand on regarde un peu la fin, la première retraite, j'ai envie de dire, d'Alonso, suite à la période où il était à McLaren, où il gueulait partout à la radio, c'était improbable et tout. Là, il dit rien. À la fin de la course, il a juste kiffé son combat avec le petit français Esteban. Le changement de mentalité, ouf. Mais du coup, qu'est-ce qu'on kiffe? Ah, qu'est-ce qu'on kiffe? Au moins, ça nous a animé plutôt le début de course. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que du coup, on a les deux là qui se bastonnent, qui perdent du coup en performance dans leur pneumatique. Alonso, au final, qui va réussir à s'en sortir et avoir plus de rythme pendant la course que Ocon, alors que pendant les qualifs, c'était l'inverse. Et derrière, on a un Bottas qui est pas non plus connu normalement pour être le plus collant, qui vient se mêler à cette bataille avec un Magnussen qui est derrière. Donc on a 4 voitures qui se suivent. L'année dernière, on n'avait pas ça. Hein. Enfin, on avait ça pendant un tour et ensuite tu te prenais 3 secondes parce que tes pneus surchauffaient. Hein. Donc ça, tu t'es chié dessus. Bah oui, je me doute. Le problème, c'est que ça n'a pas duré un tour. C'est que ça arrêtait pas. Mais bon, c'était une gain de dinguerie. On a une confirmation. C'est que putain de merde, ça fonctionne quoi. C'est que ça fonctionne. Et ça c'est dingue ça. Donc, le concept fonctionne. Donc, ça, c'est un point positif. Bravo la FIA. Néanmoins, je pense qu'on va s'en rendre encore plus compte. C'est pour le prochain Grand Prix. Là, on était quand même sur des concepts un peu ligne droite, machin et tout, un peu particulier à la Monza. On verra encore mieux, je pense, du côté de l'Australie, ce que donne vraiment ce concept. Donc, intéressant. Intéressant, j'ai hâte d'être en Australie pour voir vraiment ce que ça donne. Le deuxième point. Alors, j'ai hésité au début, c'est à mettre une photo de Pérez sur une circonstance un peu horrible, etc. Mais bon, on va rester sur le crash, le énième crash, on les compte même plus, de notre Canadien préféré, Nicolas. Hein, donc, on va refaire un peu l'historique. Pérez en tête. Pérez qui s'envole suite au départ. On a d'ailleurs juste un changement de position. C'est Sainz qui a en fait suit Leclerc. Et Leclerc part pas super bien. Du coup, Sainz est bloqué et Verstappen en profite. Mais derrière, on a un Pérez qui s'envole. Un Charles Leclerc qui n'arrive pas à le rattraper. Pérez qui gagne tout doucement du temps. Et on se dit, bah tiens, ce serait la première. Pole position victoire. Elle est pour Pérez. Elle est pour Pérez, sauf que en fait, on a Ferrari qui se montre agressif sur les stratégies. Et Martin, bonne soirée à toi aussi. Des bisous, merci d'être passé, c'est top. Donc, on a Ferrari qui se montre agressif sur des stratégies. Incroyable. Et qui nous fait une petite classique. Donc, Pérez est devant. On est sur le 17e tour, un truc dans le genre. 17e tour, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, on arrive un peu au bout des pneus médiums. Ça peut tenir encore, mais on sent qu'il y a une petite chute de performance contrairement aux pneus hard. Et là, on a Ferrari qui fait une masterclass, qui nous sort un code, un truc codé, là, la phrase codée là, qui a été travaillée et tout, qui commence à sortir à Charles Leclerc, box to overtake. Donc il lui dit pas juste box, et il dit box to overtake, c'est-à-dire si le petit Pérez devant boxe, tu restes sur la piste. Et s'il boxe pas, c'est pas grave. Donc en gros, on va boxe uniquement. En gros, on va boxe et s'il reste sur la piste, enfin s'il boxe pas, je galère. Hein. Alors que c'était ultra clair dans ma tête. Hein.
La stratégie, c'est si jamais Perez s'arrête, et bah tu ne t'arrêtes pas, et comme ça on lui met la pression, et on va tenter un overtake, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec ces pneus qui sont très compliqués à chauffer, surtout les hard, bah, c'est compliqué hein, de faire un under. Donc pourquoi pas tenter la stratégie inverse. Donc pourquoi pas, sauf que surtout ce qui est super malin, Perez box. Et là, Nicolas Latifi se sort de manière, mais alors tout seul. Vraiment, il se prend le coup de raquette, mais minable. Non, après c'est un circuit où ça va vite, etc. Et ça arrive à n'importe quel pilote. Sauf que là, c'est encore une énième fois Nicolas Latifi qui se sort tout seul. Voilà, voilà. Après déjà avoir pété la voiture en plus pendant le début du week-end. Hein. Voilà, voilà. Donc Nicolas qui se sort tout seul, coup de raquette, et là, virtual safety car. Et c'est le drame pour Perez parce que il vient de rentrer au stand, les deux Ferrari sont pas rentrés, et surtout du coup, bah, ils vont avoir un pit stop gratos quoi. Donc c'est pas sous safety car avec le timing qui doit être bon pour faire ton pit stop et tout. Non, non, c'est une VSC. Du coup, on réduit le rythme, ce qui fait que bah, du coup, l'arrêt au puits est mais tellement plus intéressant. Arrêt au puits, on a directement donc Max Verstappen, Sainz, tout le monde plonge dans les puits. Et au final, on aura même Perez donc, qui va ressortir en 3e position. À la bataille avec Sainz, on est en VSC pourtant. Et sauf que, bah, en fait, si on regarde le ralenti, on se rend compte que Sainz franchit la sortie des stands avant l'arrivée de Perez. Ça joue quasiment à rien. Sauf que Perez, bah, avec la succession des virages, reste devant lui. Et là, on a lâché un petit coup de gueule à la FIA. Sainz a râlé là-dessus, je le comprends. Donc, la course reprend. Perez lâche la place à Sainz pour pas avoir les 5 secondes de pénalité directement au lancer de la course. Sauf que c'est déjà trop tard en fait. Les deux devant se sont éloignés. Sainz, je suis pas sûr qu'il avait le rythme, mais peut pas choper le train. Donc Perez, c'est la catastrophe. On partait sur une course, mais où il l'a géré, mais de bout en bout. Au final, à une course où, bah voilà, on se retrouve 4e avec les deux Ferrari et son coéquipier devant. Tristesse. Donc ça, c'était le 2e point, la petite tristesse, avec le Nicolas qui, apparemment, ne fait pas qu'avantager Red Bull, peut aussi avantager d'autres équipes. Hein. Donc si vous avez une demande, n'hésitez pas à envoyer vos demandes et vos requêtes à Nicolas. Il lui suffit de lui donner le timing et il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout, c'est le meilleur stratège possible. C'est une dinguerie. C'était le 2e point. 3e point, on va s'intéresser principalement au DRS. Donc j'ai pu mettre quelques petites images là, de la bataille entre Max et Charles Leclerc, une bataille complètement dingue, où on a eu même les deux là qui s'amusaient à piler juste avant, c'est des gamins, ils pilent juste avant la ligne de détection de DRS. Pourquoi ? Parce que le DRS, on n'est pas prêt de s'en passer, ça reste encore une arme absolue. On avait des doutes un peu en début de saison, on se demandait si justement avec le nouveau concept, il y allait avoir besoin de DRS. La réponse est oui. Il va encore avoir besoin de DRS. On a totalement perdu, totalement c'est un bien grand mot, mais on a perdu énormément de l'effet d'aspiration. On pensait pas en perdre autant, je pense. D'où le besoin en fait de garder ce DRS. Et on a vu qu'en fait, bah, stratégiquement, c'était plus pertinent de se laisser doubler potentiellement juste avant la ligne de détection de DRS pour, dans la grande ligne droite, avoir le DRS, repasser, faire un freinage propre, pousser limite l'adversaire sur la zone intérieure qui était la zone un peu plus sale de la piste. Et c'était bingo. Donc le DRS, on n'est pas prêt d'arrêter de le voir. Et après, dans tous les cas, quand on a des batailles de dingue là comme ça entre Charles et Max, oh, les deux étaient en pleine glisse. On avait l'impression qu'ils allaient sortir à n'importe quel moment. Max passe Charles, Charles le repasse, donc ils se font une passe d'armes comme ça. Au final, Max arrive à prendre l'avantage. On a Charles qui reprend de la dynamique, arrive à revenir sur Max avec le DRS justement. Et au moment où on pense qu'il aurait pu le dépasser, où il était vraiment derrière lui, juste avant la ligne de détection de DRS et avant la grande ligne droite, malheureusement, il y a eu un drapeau jaune qui a avorté en fait la seule potentielle tentative de Charles où je pense vraiment qu'il y avait moyen de jouer quelque chose. Dernier point à aborder, donc on a abordé les combats en piste, le malheureux Perez, avec encore un coup du sort du sacré Nicolas. Le DRS qui va continuer à tenir. Dernier point, c'est sur la fiabilité. Donc au niveau fiabilité, on a déjà vu qu'à Bahreïn, c'était pas folichon. Après, ça allait encore. Pour une nouvelle réévolution, on pouvait s'attendre à plus d'abandon.
Néanmoins, souvent, ça commence déjà à se résoudre dès la deuxième course. Sauf que là, dès la deuxième course, eh ben, on s'est rendu compte que on n'a pas dû attendre longtemps. On a un Tsunoda, Yuki, qui est même pas parti en fait dans le tour de mise en grille, problème moteur, on sort la voiture. Et surtout après, suite non pas à la première virtual safety car, mais plus tard dans la course, suite à la deuxième, et en fait, on a Alonso, Bottas et Ricciardo qui sont obligés d'abandonner. Donc Bottas, ils arrivent à voir le problème en avant alors qu'il était super bien parti, ils arrivent à retirer la voiture en amont. Alonso qui faisait une course de dingue, coupure totale du moteur. Il a à peine de quoi se remettre un peu dans les stands. Donc en fait, plus d'approvisionnement du tout en carburant. C'est terrible. Et Ricciardo, le truc est encore plus direct. Ricciardo, c'est bizarre, on dirait que c'est la boîte quand on écoute. Néanmoins, j'ai un doute que ce soit vraiment la boîte. Donc, problème de fiabilité, un peu dans le même genre que ce qu'on a pu voir d'ailleurs du côté de Bahreïn, c'est que les explications qu'on a aujourd'hui, donc j'ai regardé, on n'a pas encore vraiment de communiqué précis pour chaque cas, etc. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est qu'aujourd'hui, on est sur des voitures qui ont besoin de rouler vite, principalement pour venir emmagasiner un maximum d'air et venir refroidir l'ensemble des pièces. Et aujourd'hui, quand il y a une safety car, quand il y a une virtual safety car, etc., quand on baisse le rythme, il y a Ketia qui est ultra heureuse et qui vient de gagner, improbable. Quand on baisse le rythme, on a une surchauffe. Et du coup, quand on a une surchauffe, derrière, en fait, la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive plus à venir injecter l'essence dans le moteur avec la pompe à injection quand on est venu trop diminuer le niveau d'essence. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'essence qui, suite à la surchauffe, va se transformer dans une phase gazeuse. Et sauf que du coup, quand la pompe, elle veut tirer le gaz, elle tire rien du tout. Et derrière, le moteur, il est plus du tout alimenté. Et ce qui fait que aujourd'hui, pour des GP, on met en consommation d'essence ce qu'on prévoit de consommer. On se débrouille pour arriver quasiment à sec à la fin. On a envie d'être performant, logique. Sauf que le problème, si on a une partie du mélange d'essence qui s'est transformée en gaz, le problème, c'est que derrière, on n'alimente plus le moteur. Et ça, c'est super compliqué. Donc, à voir ce que ça donne. Les équipes vont taffer dessus, bien évidemment. Néanmoins, il faut savoir, tout ce qui est pompe, etc., c'est des modules qui sont amenés par d'autres fabricants. C'est pour ça que ça peut toucher plusieurs écuries, par exemple. Néanmoins, sur l'ensemble du circuit, ensuite, pour amener jusqu'au moteur, là, c'est à l'équipe vraiment de choisir l'ensemble de ses pièces, de choisir son système. Donc, on est peut-être même sur des choses qui arrivent derrière la pompe. Donc, il y a pas mal de choses à regarder. Néanmoins, on va être sur un circuit sur un enchaînement de courses, on va toujours avoir une frayeur. C'est quand il va y avoir une VSC, par exemple, une safety car, un drapeau rouge, en fin de course, où on sait que le niveau de carburant sera moins élevé. Donc néanmoins, on va suivre ça avec attention. C'était les 4 points. Les 4 roues motrices du GP de Jeddah. Vous commencez à le connaître. On a toujours bien évidemment le Golden Ninou. Ce qui cette fois ira pour Max Verstappen. D'habitude, j'aime bien prendre un peu quelqu'un midfield. On avait pris Magnussen par exemple pour le dernier GP. Pour ces 10 points donnés à As, incroyable. Là, on prend le gagnant, mais c'est grâce aussi au scénario, à la prestation. Donc il y a eu bien évidemment un coup du sort, on en profite grâce à la VSC, le fait qu'on n'ait pas changé les pneus de suite. Là, ça aurait été terrible pour directement Red Bull. Donc Max, qui commençait 4ème, qui était pas dans un mood incroyable, qui galérait un peu, qui était trop en glisse, qui arrivait pas à choper du grip, comme vendredi par exemple. Et pourtant, il profite des coups du sort malheureusement de Pérez. Il arrive à directement profiter dès le départ du fait que Charles démarre pas assez vite et du coup passe Sainz derrière. Et ensuite derrière, il lâche rien à la bataille et il est agressif, etc. Il tente des stratégies, il arrive au final à passer Charles. Et c'est le jackpot avec 26 points du coup pour monsieur Max Verstappen qui empoche aussi le point du meilleur tour. Donc bravo à toi Max, on t'enverra ton Golden Ninou bien évidemment. Je suis en train de me dire, le Golden Ninou, on pourrait l'imprimer en 3D, ce serait stylé. Ça pourrait être stylé.
On a le Golden Nino, mais on a bien évidemment aussi le coup de gueule. Donc, on parlait en tout début là, du circuit là, ultra rapide, 270 km/h de moyenne. Oh, mais c'est dingue. Sauf que j'ai quand même un coup de gueule à pousser sur ce circuit. Je suis pas le seul. Il y a pas mal de pilotes qui se sont plaints. On a par exemple Lando Norris qui a poussé un énorme coup de gueule. On a Max Verstappen. Alors, je vous avais mis des beaux petits articles de prévus et tout. Sauf que bon, on a eu un déco-recours, relancement de PC, les onglets Google qui sont pas captés, etc. Bref, ce sera sans les articles. Hein. Voilà. Donc, gros coup de gueule concernant le circuit. Donc, on s'en est déjà rendu compte l'année dernière, lors de notre première venue. Ce circuit est incroyable en caméra embarquée. Les murs à côté, à droite et à gauche, bah, ça fait une impression de vitesse de dingue. Ça marche de ouf. Sauf que derrière, bah, le problème, c'est que dès qu'il y a un incident, et bah, on se retrouve sur des conséquences et des voitures qui commencent à faire du bowling de partout. C'est d'une dangerosité hors norme. Et si on prend par exemple l'accident dont on a déjà pu parler avec Nicolas Latifi. Bon, bah, il se prend un coup de raquette, il se fait sortir tout seul. Bon, bah, il y a un mur là, ok, mais il se prend un coup de raquette. En qualif, on a eu Mick Schumacher qui faisait pourtant une bonne presta. Hein. Je le retrouvais revenu par rapport au week-end dernier, surtout dans le combat qu'il avait en indirect avec Magnussen et en comparant les temps. Donc il faisait une bonne presta, il donne tout avec ça, c'est parce qu'il sait qu'il a de quoi aller chercher de la performance et des points derrière en Grand Prix. Il donne tout, oui, mais malheureusement, on a un moment où on a des vibreurs en fait qui sont ultra inclinés et ultra agressifs. Sauf qu'aujourd'hui, sur un circuit où les pilotes sont à plus de 270 de moyenne, sur des enchaînements de tout petits gauche-droite qui déstabilisent énormément la voiture, surtout qu'on n'est plus sur des voitures avec les appuis qu'on pouvait avoir l'année dernière, et ben en fait on a le pauvre Mick qui lâche mais totalement tout sur le vibreur. En fait il perd totalement la voiture. Principalement je trouve c'est à cause de l'inclinaison du vibreur qui est énorme en fait, on a vraiment l'impression que la voiture penche et la voiture vient complètement partir suite à l'inclinaison du vibreur et derrière bah en fait ça s'enchaîne, ça s'empale dans les murs au point que la voiture est coupée en deux. On prend énormément de temps à venir intervenir sur Mick pour être sûr que tout va bien, etc. Donc, au final, plus de peur que de mal. Parce que derrière, on emmène quand même Mick à l'hôpital. Il courra pas ce Grand Prix, bien évidemment. Ça se comprend totalement, même s'il était dans les box auprès de son ingénieur et de son équipe. Bah, bien évidemment, on prend pas le risque de... Déjà, il fallait réparer la voiture. Donc, il fallait se sacrifier un joker nuit blanche. Et deuxièmement, bon, bah attends, en fait, il y a peut-être des conséquences un peu plus graves. On va prendre le temps un peu de permettre à Mick de revenir. Derrière, on jouait pas forcément grand-chose. Néanmoins, le coup de gueule, il est vraiment là-dessus. C'est que déjà l'année dernière, on avait vu à quel point ce circuit était totalement dangereux, totalement débile. Donc oui, ça fait des vues, hein. Ah oui, c'est stylé, hein. Sauf que c'est pas nous qui sommes dans la voiture aujourd'hui. C'est pas nous qui prenons les risques que ces pilotes prennent. Et je suis désolé, mais il n'y a pas grand-chose à faire déjà sur le fait de se dire, bah en fait, on va faire des vibreurs moins importants. Ah oui, bon, bah peut-être qu'il y en a qui vont couper. Mais entre couper et potentiellement faire des crashs de cette violence, eh ben, je suis désolé, oui, c'est moins spectaculaire avec la voiture qui vient frotter sur le vibreur. Mais au moins, on n'aura pas des crashs comme ça. C'est impressionnant là, la déformation de la voiture. Donc, ok, nouvelle réglementation, on alourdit les voitures, principalement aussi pour venir sécuriser le halo. Donc on a vraiment tout un halo à l'intérieur qui est vraiment une cellule de survie qui protège le pilote. Donc, très bien, ça marche, la preuve. Néanmoins, quid de, par exemple, du cas Grosjean, où bah il y a des moments, il y a des angles d'impact qui sont pas forcément faits pour. Faudrait pas non plus créer un drame, alors que justement, on le voit tous arriver très fortement. Donc, ce que je comprends encore moins, c'est qu'on est sur des nouveaux circuits, et que ces nouveaux circuits sont encore plus dangereux que les anciens circuits. C'est complètement délirant. Le circuit a 2 ans, c'est sa 2e année, c'est l'un des plus dangereux au calendrier. C'est complètement affolant. Et on arrive sur une autre problématique
des circuits de ville, des circuits payants, mais ça on en reparlera un peu plus en détail dans le gros dossier. Néanmoins, gros coup de gueule sur le fait que ça reste des vides pilotes et on attend. Enfin, j'ai vraiment l'impression que des fois on attend le drame parce que il y avait trop d'argent sur la table, etc. Du coup, tant que ça va, ça va. Attends, on prend 10 ans à intervenir sur ce type de circuit, c'est dramatique. Franchement, c'est dramatique et je trouve ça horrible de se dire que tant qu'il n'y a pas de drame, on continuera. C'est terrible. Voilà, le coup de gueule est passé. On va pouvoir passer à la suite. Et on arrive un peu à la fin de cette analyse fine d'ailleurs. Donc vous remarquez pour une fois, comme coup de gueule, j'ai pas mis le fait que c'est n'importe quoi les données qui sont communiquées par la FIA, les microsecteurs qui sont pas du tout aux bonnes couleurs. Il y a des drapeaux jaunes à la fin alors que c'est pas le cas. Enfin, il n'y a rien qui va encore sur les overlays, etc. C'est une cata. Pour une fois, je gueule pas là-dessus, même si je viens de le faire en le citant. Bref, au niveau du championnat et de ce que ça donne, donc on avait Red Bull qui partait avec un train de retard énorme après ne pas avoir mis de... Ah bah tiens, Verstappen a que 25. J'étais certain qu'il avait 26. Max qui est trop content. Ah ouais, Alpine, trop fort. Donc Leclerc qui maintient l'avance et qui le creuse un tout petit peu avec Sainz, mais c'est surtout Verstappen qui fait un gap de ouf sur directement le top 3. On a derrière les deux Mercedes qui enchaînent avec Hamilton qui, malgré son tout petit point, avait assuré des points la semaine dernière. Et surtout, comme tu le dis, on a Ocon. Ocon avec ses 14 puntos. Alors, Ocon, pour l'instant, passe à peu près à côté de toutes les gouttes, de tous les coups du sort. Ça tombe un peu plus sur notre petit espagnol préféré, sur le petit Fernando. Néanmoins, pour l'instant, on a Ocon devant Pérez. Voilà, ça fait plaisir. Et surtout, Alpine, 4e au constructeur. Ce qu'on s'attendait un peu moins, c'est que c'est As qui est juste derrière. Néanmoins, tout ce qui est championnat constructeur, etc., vous inquiétez pas, je vois très bien AlphaTauri, McLaren revenir très fort avec des nouveaux concepts. Pour l'instant, on a Mercedes qui est encore devant Red Bull, ça me fait trop rire, alors que pour l'instant, très clairement, on a Ferrari et Red Bull qui sont devant. Néanmoins, on va pas enterrer Mercedes de suite. Alors très clairement, ils vont pas revenir avec un full package, mais déjà des premières améliorations en Australie de ce qui a été dit. Néanmoins, le nouveau concept sera pas de suite amené totalement en Australie, il faudra attendre encore quelques courses. Néanmoins, on a vu que c'était pas un problème moteur, la Mercedes, parce que c'était limite la voiture qui avait le plus de vitesse en ligne droite. Donc derrière, en fait, les appuis, le réglage de la voiture est pas bon pour l'instant, et le concept n'est pas encore compris, et on n'arrive pas à le régler. Néanmoins, on n'a qu'une envie, c'est vraiment que les trois se resserrent et qu'on ait une bataille à 3. Parce que là, la bataille entre Ferrari et Red Bull, elle y est vraiment. Et on sent vraiment qu'ils peuvent tous s'échanger, en fait, un peu les droite-gauche, là, c'est parti. On attend juste que Mercedes puisse se confronter aussi à cette bataille. Et néanmoins, sinon, le midfield, je le trouve bien resserré. Je le trouve très très bien resserré, surtout qu'avec des AlphaTauri et des McLaren, je les vois vraiment revenir. Je les vois pas aller chercher les trois de devant, pour moi qui sont partis déjà et qui vont avoir trop d'avance. Un peu sceptique sur Aston Martin qui annonce néanmoins avoir un tout nouveau concept qui aura plus rien à voir, etc. Donc on va leur faire confiance. Et niveau Williams, on n'a pas forcément d'infos. On s'amuse à juste réparer la voiture, bien évidemment. Donc c'est la fin. C'est la fin de cette analyse fine. On a fait court pour une fois. Ça fait quoi là? 45 minutes d'enregistrement. Bon, on a fait une petite analyse fine de moins de 40 minutes. C'est propre ça. C'est propre ça. Donc on a fait un peu le tour de l'ensemble des gros points de ce GP. On se dira concernant la F1, rendez-vous maintenant, non pas le week-end prochain, faudra attendre encore un peu plus avant d'aller en Australie. Et ça va me faire très plaisir. Je suis très heureux de retourner en Australie. Franchement, ça va être génial. Ça va être génial, surtout qu'il y aura des nouveaux concepts, etc. L'analyse fine suite à Melbourne va être bellissima. Ah, attention, on annonce. Ah là là.